Bonjour, on va faire notre troisième et dernière vidéo sur les escaliers de Cantor et on va essayer de réfléchir un peu ensemble au cas de l'escalier de Cantor gras. Ça va nous faire réfléchir à la question ce que ça veut dire écrire une fonction comme intégrale de sa dérivée. Donc on avait vu, on a vu ce qu'était un Cantor gras, donc on prend une suite à n qui tend tellement vite vers 0 que la somme des n converge. Et on prend ce que j'avais noté, je ne sais plus si A était en exposant ou en indice, grave, Cantor gras. Donc comment on le construit? On part de 0, 1. On enlève un intervalle centré au milieu pour que ce soit joli de longueur, disons A1. Puis ici, on enlève à chaque fois un intervalle dont la proportion c'est A0, donc c'est A2, pardon. Donc A2 fois la longueur de cet intervalle. Pareil ici. Donc on enlève un tout petit quelque chose. Et on répète, et l'intersection c'est notre ensemble de Cantor gras. C'est un compact, et son complémentaire est dense puisque le compact est d'intérieur. Donc c'est un compact dans 0,1. Et on avait vu que quand la somme des n converge, la mesure de Lebesgue, que moi j'ai appelé Ka, elle est strictement positive. L'escalier de Cantor associé, c'est la fonction qui vaut 1,5 là-dessus, puis juste 1/4 là, 1,5 là, 3/4 là, et on répète, on passe à la limite. On l'a définit en fait presque partout, enfin, pas presque partout, pardon, on l'a définit sur un ouvert dense, puisque le complémentaire de mon Cantor, donc la réunion de ces intervalles, c'est un ouvert dense. Et après, on vérifie qu'elle se prolonge par continuité, où il y a un petit exercice si on veut la construire comme ça. Mais en fait, si on y réfléchit en termes de variables aléatoires et de choix gauche-droite, ici, donc je veux quelque chose qui me dise avec probabilité 1,5, je suis à gauche de là, avec probabilité 1,5, je suis à droite de là, probabilité 1/4, je suis là, 1/4 là, 1/4 là, et ainsi de suite. Et en fait, il y a une fonction comme ça, parce que si on pose la mesure de Lebesgue de l'intervalle 0t intersecté avec A, avec mon Cantor K indice A, donc là il est fixé une bonne fois pour toutes. Si je regarde cette fonction-là, elle est bien définie parce que la mesure de Lebesgue du Cantor gras est strictement positive, je peux diviser par cette quantité. Et si je regarde la mesure de... ici, ça vaut exactement la moitié. Ce qui est dans mon Cantor gras, c'est exactement la moitié en mesure. Et ce qui est là aussi. Donc ma fonction, elle prend bien exactement la valeur, cette fonction là-bas, prend bien exactement la valeur 1,5 ici. Elle arrive à 1,5 en ce point-là. Après, il ne se passe rien parce que ça intersecte pas Ka, et après, ça commence à remonter. Et même raisonnement, elle arrive exactement à 1/4 ici, elle ne bouge pas entre les deux, puis elle monte, elle arrive à 1,5 ici, elle ne bouge pas, et ainsi de suite. Donc ça, c'est exactement la fonction de répartition. C'est la fonction de répartition d'une mesure. Et si on y pense en termes abstraits, on envoie le Cantor 0,1 puissance n là-dedans en faisant une choix gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. L'image, c'est notre Cantor gras. Et on est en train de pousser en avant la mesure uniforme sur l'ensemble de Cantor. Donc on va se concentrer sur cette fonction-là. De toute façon, c'est elle qui contient tout ce dont je veux discuter ici. Mais c'est vraiment l'analogue de l'escalier de Cantor. La suite de fonctions ressemble exactement, si vous voulez construire comme itération et comme limite d'une suite de fonctions, c'est exactement la même que quand on construit l'escalier de Cantor, c'est juste que les longueurs des intervalles changent, et ça change beaucoup les propriétés de la fonction, et finalement la fonction qu'on obtient, c'est exactement ce truc-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur la dérivée cette fois-ci? Alors, sur 0,1 privé du Cantor, pas de problème, ça fait 0 parce que ma fonction elle est constante. Donc c'est une réunion d'intervalles ouverts sur lequel la fonction est constante. Bon, sur un intervalle ouvert où la fonction est constante, elle est dérivable, et sa dérivée vaut 0.
Mais maintenant, on va se convaincre qu'il doit y avoir d'autres points de dérivabilité. Pour l'escalier de Cantor classique, celui où on prend l'ensemble triadique de Cantor, la fonction est dérivable exactement sur le complémentaire de l'ensemble triadique de Cantor. Elle n'est pas dérivable ailleurs, il y a un vrai raisonnement, quelque chose à faire, donc je l'affirme ici sans preuve. Là, on va voir pourquoi c'est pas possible, et je vais énoncer un théorème. Hors programme à la grecque, même si ça peut... on le voit parfois comme développement trop ambitieux et qui ne va pas bien rentrer dans 15 minutes, donc c'est pas quelque chose que je recommande de faire en développement et certainement pas d'inclure dans les plans. Par contre, comme souvent pour ces choses qui sont juste un peu au-delà du programme de la grecque, mais qui font partie de certains cours de L3 ou de M1, c'est bien si on sait que ça existe, si on peut en parler dans une discussion. Donc le théorème de différenciation de Lebesgue, il affirme la chose suivante, donc soit f une fonction L1, alors je vais l'énoncer sur 0,1 puisque je travaillais sur 0,1 depuis le début, mais là ça n'a rien de fondamental, donc une fonction mesurable et intégrable en valeur absolue. Et alors on a la chose suivante. Pour presque tout x, au sens de la mesure de Lebesgue, on n'a que 1 sur r fois l'intégrale entre, disons, x moins r et x de f de t dt. Donc ça, qu'est-ce que c'est cette quantité? C'est une moyenne de f entre x moins r et x. Bon, là, ce que j'ai mis ici, c'est juste la mesure de cet intervalle. Ça tend vers ce qu'on voudrait, f de x quand r tend vers 0 plus. La même chose, du coup, pour l'intégrale entre x et x plus r. Bon, ça, l'un se déduit de l'autre. Et aussi, la façon dont on l'énonce d'habitude, si on intègre entre x moins r et x plus r, c'est plus naturel parce que c'est centré en x. Alors peut-être qu'au lieu d'écrire f de t dt, je devrais écrire f des lambda pour qu'on voit bien que c'est des mesures. L'intégrale au sens de Lebesgue. Ça tend vers f de x. Bon. Si on sait montrer celui-là, ça s'ensuit juste en remplaçant f de f par f de moins x, x donne f de x par x donne f de moins x, on échange l'intervalle de gauche et l'intervalle de droite. Donc, si on sait montrer ça pour toute fonction, on sait aussi montrer ça pour toute fonction, et ça, c'est juste que cette quantité-là, c'est la moyenne de ces deux-là, dont j'affirme qu'elles tendent toutes les deux vers f de x, donc celle-là aussi. Juste une remarque, ça se généralise dans Rn avec la mesure de Lebesgue, parce que ça c'est 1 sur la mesure d'une boule de rayon R centrée en x, fois l'intégrale sur la boule de f tend vers f de x. Donc ça c'est la moyenne de f sur une boule centrée en x, en mettant ici la mesure de la boule. Et le théorème de différenciation de Lebesgue, il affirme que presque partout, pas partout, seulement presque partout, la moyenne de f tend vers sa valeur au centre de la boule. Alors, je vais garder la définition de mon escalier de Cantor gras, et je vais continuer juste en dessous ici. Qu'est-ce que ça me dit? Si on fixe, on dit que x est un point de Lebesgue pour f, quand il a cette propriété, donc je vais juste écrire ici si x a cette propriété. Si je regarde y qui tend vers x, donc disons y tend vers x par valeur positive, et que ça je l'appelle, et que je pose grand F de x, alors je vais dire que je suis entre 0 et 1, donc c'est l'intégrale sur 0t de f des lambda. Donc je définis ce dont on voudrait que ça soit une primitive de f, l'intégrale entre 0 et t de f. Si f était continu, ce serait bien une primitive. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais f de y moins f de x sur y moins x, il reste juste 1 sur y moins x. L'intégrale entre la y est plus grand que x, bon, ça ne change pas grand-chose. L'intégrale sur xy de f des lambda.
mais ça en appelant yx plus r, c'est l'intégrale, c'est 1 sur r fois l'intégrale entre x et x plus r de f des lambda, et ça tend vers petit f de x, parce que j'ai supposé que x était un de ces points. Presque tout le monde est comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça, mais le complémentaire de cet ensemble est de mesure nulle. Et idem, bien sûr, si y tend vers x-. Et du coup, qu'est-ce que j'ai montré? Ici, j'ai montré que la dérivée à droite de f en x, ça valait petit f. Ici, que la dérivée à gauche valait petit f. Donc au final, grand f est dérivable en x, et sa dérivée vaut f. Donc si je pars d'une fonction L1, une fonction Lebesgue intégrable, alors si je définis cette quantité intégrale entre 0 et t de f des lambda, j'obtiens une fonction qui est... Alors j'aurais peut-être dû dire pourquoi cette fonction était continue déjà. Je pense que je peux effacer juste ça. Cette fonction grand F, qui est définie là-bas, remarque, grand F est continu, et ça c'est juste, par exemple, une conséquence du théorème de convergence dominée, puisque f de y moins f de x, si je fais tendre y vers x, ça fait l'intégrale sur le segment x, y, l'intégrale si vous voulez sur 0,1 pour l'écrire comme ça, de la fonction caractéristique de x, y des lambda, fois f, pardon. L'intégrale sur x, y de f, c'est l'intégrale de la fonction caractéristique fois f. Ça tend vers 0 quand y tend vers x. Et c'est dominé par petit f, qui est intégrable. Donc cette fonction grand f, là, quand on prend l'intégrale d'une fonction L1, on définit toujours une fonction continue. Et on se pose la question de la dérivabilité. Le théorème de différenciation de Lebesgue nous dit c'est toujours dérivable presque partout, et la dérivée vaut petit f. Donc ça nous mène à la notion de fonction absolument continue, dont je reparlerai un tout petit peu après. Pour l'instant, finissons avec notre escalier de Cantor. Grand F, celle qui est là-bas, elle est de cette forme. Elle s'écrit sous la forme intégrale entre 0 et t de la fonction caractéristique de mon Cantor sur une constante qui est juste pour avoir une mesure de proba des lambda. Donc ça, c'est donc dérivable. Là, c'est une fonction L1, fonction caractéristique d'un compact. C'est donc une fonction dérivable presque partout. Et de dérivée presque partout égale à la fonction caractéristique sur la mesure. Ce qui est étonnant maintenant, c'est que c'est dérivable presque partout. Alors, je vais peut-être l'écrire ici. Je garde mon escalier de Cantor. Si c'est dérivable presque partout, ça veut dire que n'importe quel ensemble de mesures strictement positives doit contenir des points où la fonction est dérivable. Donc, il doit aussi y avoir des points de Ka où f' existe et vaut 1 sur la mesure de mon ensemble de Cantor, puisque presque partout, ça vaut cette fonction-là, qui vaut 0 en dehors. Bon, ça, on savait déjà qu'en dehors, c'était dérivable, et là, c'est vraiment partout. Mais sur le Cantor gras K indice A, il y a une dérivée qui vaut presque partout ça. Donc ma fonction prend vraiment au moins ces deux valeurs. Donc il y a aussi des points. Le théorème de Darboux, il vous dit qu'une fonction dérivée,
si elle existait partout, peut-être que ça va être compliqué, mais ok, je vais peut-être pas insister là-dessus. Donc la question, je vais juste dire ça. Question que je vais laisser ouverte parce que je ne connais pas la réponse. Comment est-ce qu'on caractérise les points où cette fonction f je ne sais pas. Au sens des distributions, il n'y a pas de mystère. La dérivée correspond à cette mesure. C'est la dérivée au sens des distributions, ça correspond à la mesure de Lebesgue normalisée, la mesure de Lebesgue de l'intersection avec le Cantor, bien sûr, normalisée par cette constante. Au sens des fonctions, presque partout, c'est ce qu'on obtient. Quels sont précisément les points où c'est dérivable? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas essayé plus que ça de faire l'exercice, mais je ne sais pas. Juste, on ne peut pas avoir cette formule partout. Donc je vais quand même dire ça parce que j'étais parti là-dessus sur Darboux. On ne peut pas avoir partout une dérivée qui existe et qui est égale à ça, simplement parce qu'une dérivée par Darboux, quand elle est une fonction dérivable sur un intervalle, sa dérivée doit satisfaire le théorème des valeurs intermédiaires, la conclusion du théorème des valeurs intermédiaires. En particulier, si c'était dérivable partout, il faudrait de toute façon des dérivées qui prennent toutes les valeurs entre 0 et cette mesure. Ce qui empêche le fait d'être égal partout à cette fonction. Donc on sait que ce n'est pas vrai, que la dérivée est égale partout à ça. Ok. Et maintenant, est-ce que ça peut être dérivable partout? On a un fait qui s'appelle parfois le deuxième théorème fondamental de l'analyse, mais sur lequel je vais revenir. Alors, peut-être donner une définition. On dit qu'une fonction est absolument continue il y a plein de définitions équivalentes. Donc si f est continu, dérivable presque partout, de dérivée, une fonction qui est définie presque partout, que j'appelle f, qui est intégrable, et que f, disons que f, j'ai tout fait sur 0,1, donc autant rester sur 0,1. Il n'y a aucune raison de se contenter de ce cas-là, mais ça contient de toute façon toutes les difficultés. Et grand F de x égale l'intégrale sur ax de petit f des lambda pour tout x. Donc qu'est-ce qui arrive avec l'escalier de Cantor classique? C'est une fonction continue. Elle est dérivable presque partout. Oui, puisque E de dérivée L1, puisqu'elle est dérivable presque partout de dérivée nulle. Mais on n'a pas du tout cette chose-là. Donc ma fonction n'est pas absolument continue. Et là, une autre définition, c'est que pour tout epsilon strictement positif, il existe un delta strictement positif tel que si j'ai des intervalles, une suite d'intervalles disjoints, je vais finir là-haut. Si j'ai une suite d'intervalles disjoints, alors la somme des longueurs, autant l'écrire. Si je sais que la somme des longueurs de ces intervalles est plus petite que delta, alors je peux en conclure que la somme des valeurs, des différences, est plus petite que epsilon. En particulier, si je prends un seul intervalle, je suis en train de dire x moins y est plus petit que delta implique f de x moins f de y est plus petit que epsilon. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus fort qu'être uniformément continu.
Et en fait, c'est vraiment plus fort. Donc, si on récapitule un peu, qu'est-ce que ça nous a amené, notre discussion? On a regardé l'escalier de Cantor classique, on a dit, ah zut, je peux être dérivable presque partout, mais pas être l'intégrale de ma dérivée. On a regardé l'escalier de Cantor gras, et on s'est rendu compte, à cause du théorème de différenciation de Lebesgue, qu'il devait y avoir plein de points de différenciabilité à l'intérieur du Cantor, ce qui est assez contre-intuitif, qu'on avait une formule presque partout pour la dérivée de la fonction, que la fonction s'écrivait bien comme l'intégrale de sa dérivée, et que comprendre précisément les points où c'était dérivable, c'était trop compliqué. Alors peut-être pas pour vous, mais pour moi. Ça nous a quand même amené à cette définition d'une fonction absolument continue, qui est continue, dérivable presque partout, de dérivée intégrable, et qui s'écrit comme l'intégrale de sa dérivée. Ça, c'est ce point-là qui manque pour l'escalier de Cantor classique sur le Cantor triadique, et ça a une définition équivalente. Tout ça, c'est vraiment juste de la culture à la grecque. Et oui, et je voulais bien dire quelque chose de plus pour finir. Un autre théorème, la continuité de ce qu'on a fait, c'est que si f est dérivable partout, pas seulement presque partout, mais partout, de dérivée intégrable, alors on a pour tout x, f de x, bon, éventuellement moins f de 0, parce que, oui, alors là j'ai pas fait attention, mais quand j'écris f de x, tout ça c'était à une constante près, hein, j'ai oublié d'écrire mes constantes d'intégration. Là, ça marchait que si f valait 0 en a, pardon. Donc ici, c'est pour tout x, f de x moins f de a est égal à l'intégrale sur ax de f des lambda. Donc ce qui manque pour l'escalier de Cantor, ce qui crée, pour l'escalier de Cantor sur le Cantor triadique, ce qui crée la complexité, ou la contradiction apparente, ce qui a l'air d'être un paradoxe, c'est le fait que la fonction est seulement dérivable presque partout. On ne peut pas être dérivable partout de dérivée nulle, sans être constante, ça vous êtes déjà au courant, et ça se généralise en disant que si je suis dérivable partout de dérivée intégrable, alors je suis bien égal à l'intégrale de la dérivée. Tout ça, ce n'est pas du tout des faits triviaux, et c'était à mentionner surtout pour la culture à la grecque. Réfléchir peut-être à la définition d'une fonction absolument continue, c'est pas mal, mais tout ça c'est hors programme. En fait, ça peut aussi faire le lien avec la notion de mesure absolument continue. Une mesure absolument continue, par rapport, disons, à la mesure de Lebesgue, ça veut dire que si une partie est de mesure nulle pour la mesure de Lebesgue, alors elle est de mesure nulle pour votre mesure. Ici, pour notre fonction de répartition, pour l'escalier de Cantor gras, qui est la fonction de répartition d'une mesure qui est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue, le théorème de Radon-Nicodim dit que cette mesure absolument continue, elle a une dérivée, au sens de Radon-Nicodim, ou dit de manière moins abstraite, une mesure absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue, c'est une mesure à densité. On l'obtient en intégrant une certaine densité, et la densité, c'était la fonction caractéristique de mon Cantor gras divisée par la mesure du Cantor gras. L'autre cas, c'est le cas où mon Cantor triadique, par exemple, est de mesure nulle pour la mesure de Lebesgue, pas du tout pour la loi qu'on considère. Donc on a la mesure qui apparaît est donc singulière dans ce cas-là par rapport à la mesure de Lebesgue. Il n'y a pas de dérivée comme fonction, et on est dans un cas différent. Et je laisse ouvert dans cette question qui est précisément en quel point est-ce que l'escalier de Cantor gras est dérivable. Je ne sais pas. Je ne sais pas caractériser l'ensemble des points où... En fait, c'est même possible, a priori, que ça dépende, que la structure de l'ensemble de ces points dépende de la suite
qu'on a choisi, de la série convergente qu'on choisit pour construire le Cantor gras. Et je ne sais pas si la vitesse de convergence peut influer sur précisément la caractérisation de l'ensemble des points où c'est dérivable, ou si c'est toujours, ou si on a une caractérisation générale. J'essaierai de regarder, mais je ne sais pas. Donc ce qu'on voit aussi, du coup, c'est que quand on dévisse un peu des choses au niveau agrègue, parce que l'escalier de Cantor classique, il est ambitieux, mais tout à fait abordable au niveau de l'agrègue, quand on commence à dévisser, essayer de changer un peu les paramètres, se demander ce qui se passerait si je changeais d'ensemble de Cantor et jouer avec ça, en fait, assez vite, on se retrouve sur des questions qui sont délicates, ou en tout cas qui me paraissent délicates. Et c'est quand même cet effort-là qu'il faut faire toute l'année pour avoir bien réfléchi, pour avoir repéré les endroits où c'est difficile, et au contraire repérer les endroits où c'est pas trop compliqué et où on peut se mettre en valeur. Ici, le bilan, c'est quand même, c'est très bien d'avoir entendu parler de ça. C'est utile de savoir qu'écrire f comme l'intégrale de sa dérivée, c'est compliqué. Et bon, ça correspond à cette définition de fonction absolument continue. Par contre, c'est absolument pas pertinent de décider de vous-même d'en parler dans votre plan. Bien sûr, si la discussion vient là-dessus, vous pouvez mentionner que vous avez entendu parler de ces fonctions-là, mais on n'attend pas plus que ça de vous. Ce serait déjà très bien de savoir ce que c'est une fonction absolument continue. Et je crois que ceci termine notre série sur les escaliers de Cantor, les fonctions absolument continues, etc. Merci à vous.